La bataille de Caen. À la date du 13 juin 1944, les troupes britanniques et canadiennes qui cherchaient à s'emparer de Caen devaient faire face à une opposition sévère. Après 7 jours de combat parmi les plus violents et coûteux de la Seconde Guerre mondiale, il n'était arrivé à rien. Le général Montgomery, commandant du 21e groupe d'armée en Normandie, avait espéré s'emparer de Caen au premier jour du débarquement en Normandie. Mais une semaine plus tard, Caen était toujours hors de portée. Il y a eu des milliers de tués et des pertes importantes en blindés et en matériel. Les combats avaient fait rage dans les champs, dans les bois, sur les sentiers, dans les bosquets et le long des haies du bocage normand. La campagne était constellée de petits villages. Ross, Le Mesnil-Patry, Tilly-sur-Seulles, Villers-Bocage, chacun d'eux étant une mini-forteresse, chacun d'entre eux un obstacle majeur à la progression des Alliés. Prélude à la bataille. La Seconde Guerre mondiale se révélait alors peu différente de la première. Il y avait des combats de harcèlement, quelques centaines de mètres de terrain gagnés, puis perdus, un point de repère conquis, puis abandonné. Tout ceci se déroulait alors que les Alliés avaient une totale supériorité aérienne. Les avions d'attaque alliés, épaulés par l'artillerie navale postée dans la Manche, avaient véritablement puni les Allemands de chaque mouvement effectué de jour, chaque tentative d'approvisionnement ou de renfort. Mais même cet avantage important ne s'était pas avéré décisif. D'une certaine façon, les Allemands s'étaient arrangés pour supporter les mitraillages, les bombardements, les roquettes, et offraient toujours une défense sans faille, uniquement motivée par leur volonté de résister aux Alliés à tout prix. Et cette résolution était payante. En dépit des menaces omniprésentes, en particulier depuis les airs, les dommages et les morts qu'elles impliquaient, les positions allemandes autour de Caen tenaient. Caen n'était pas un objectif ordinaire. En raison de sa position stratégique sur la plaine normande, sa prise était impérative. Attaquer bille en tête et tenter de tout pulvériser sur son chemin s'était déjà montré assez inopérant jusqu'au 8 juin. 5 jours plus tard, le plan un peu plus subtil de Montgomery d'encercler Caen avait aussi été freiné, en particulier à Villers-Bocage, où un as des tanks, Michael Whitman, plongea la 7e division blindée dans le chaos et l'obligea à reculer. Pour les Alliés, la situation ne pouvait pas être plus critique. Si Caen restait aux mains allemandes, elle pouvait empêcher les Alliés de commencer leur progression à partir des têtes de pont des plages à travers la France et jusqu'en territoire nazi lui-même. Si on ne trouvait pas comment briser les défenses de Caen et amener les Allemands à s'enfuir, toute la planification du D-Day serait mise à mal et la défaite des nazis retardée, voire s'avérait impossible. Le général Montgomery avait été beaucoup critiqué pour ne pas avoir pris Caen comme prévu et avoir subi ce revers accompagné de lourdes pertes. Mais Monty restait convaincu que sa stratégie était la bonne et était utile aux objectifs bien au-delà de la capture de Caen. En premier lieu, en concentrant l'attention des Allemands aux alentours de la ville, les attaques anglaises et canadiennes empêchaient ceux-ci de servir de renfort face aux Américains dans le Cotentin. De façon tout à fait inattendue, cette opposition s'était déjà avérée très forte. Et les Américains, qui avaient envisagé une progression facile, étaient très ralentis. En particulier, le centre de communication, puissamment fortifié au milieu du Cotentin, s'était révélé être un sérieux obstacle. Montgomery argumentait que tant que les renforts allemands se concentraient sur Caen, ce ne serait qu'un poste avancé plutôt qu'un centre de résistance allemande. Cependant, les combats autour de Caen, en dépit de leurs résultats discutables, saignaient littéralement les capacités militaires allemandes qui supportaient déjà des pénuries critiques. En effet, les Allemands, combattant 24 heures sur 24, perdaient beaucoup d'hommes et de matériel difficilement remplaçables. Dans une large mesure, les défenses allemandes s'étaient appuyées sur une utilisation intelligente de leurs ressources limitées
et de l'extraordinaire qualité au combat de leurs hommes. La conduite des défenses allemandes était profondément influencée par des considérations qui n'avaient pas leur équivalent chez les Alliés, pour lesquels assurer des pertes minimes était alors un impératif. Pour les Allemands, mourir pour sauver la patrie était un sacrifice glorieux. Ceci donnait un caractère fanatique à la défense de Caen et, comme les Alliés l'avaient déjà découvert, l'acceptation de la mort chez un ennemi constituait une arme redoutable. Mais même ceci ne pouvait être suffisant dans une situation où les Allemands manquaient de tout pour mener une guerre efficace. Ils étaient à court de munitions, de carburant, d'approvisionnement. Leurs possibilités de mouvement avaient été sévèrement réduites. Par-dessus tout, il manquait d'une couverture aérienne puisque les aviations alliées avaient pulvérisé la soi-disant invincible Luftwaffe. Montgomery restait convaincu que la réussite des Allemands à contrecarrer chaque tentative alliée pour atteindre Caen était trompeuse et que la pression exercée sur cette ville par tous les moyens finirait par briser leur résistance. La stratégie allemande à Caen. La stratégie allemande à Caen et en Normandie était de stopper l'avancée alliée et de les repousser à la mer. Au 13 juin, cette stratégie avait manifestement échoué. Non seulement les forces alliées étaient toujours présentes, mais en dépit de problèmes météo et d'un déroulement plus lent que prévu, la montée en puissance était en cours. À la mi-juin, le nombre de soldats alliés en Normandie avait quadruplé depuis le D-Day pour atteindre 557 000 hommes, en plus de 81 000 véhicules et 183 000 tonnes d'approvisionnement. En face de la puissance grandissante des Alliés, les Allemands possédaient quelques avantages. En premier lieu, la topographie de la campagne normande favorisait la défense plus que l'attaque. Le bocage normand, avec ses innombrables petits champs, ses haies et ses bosquets, était idéal pour monter des embuscades. De petits groupes bien armés pouvaient s'y cacher sans être détectés, et même les massifs canons de 88 pouvaient y être camouflés, tandis que les panzers restaient invisibles sous les arbres. De plus, les Allemands étaient des experts dans l'exploitation de chaque avantage du terrain. Le succès le plus éclatant de la première semaine de combat pour Caen était à mettre au compte des Allemands. Les exploits de Michael Wittmann à Villers-Bocage le 13 juin leur avaient permis de reprendre le village et de boucher le dernier trou de leur ligne de défense. Renforcer cet avantage était une toute autre affaire. Et ici, le principal obstacle n'était pas les Alliés, mais le Führer Adolf Hitler. Comme commandant suprême des forces allemandes, Hitler dirigeait la bataille de Normandie depuis sa tanière à Rastenburg, en Prusse. Son concept de défense était de combattre jusqu'à la mort, sans espoir de retraite ni signe de faiblesse. Les généraux d'Hitler avaient fréquemment été désespérés par son absence de compétences militaires, et les opérations en Normandie en 1944 en étaient un nouvel exemple. Le général Erwin Rommel, commandant du groupe B, responsable des défenses de Normandie, tenta sans succès de persuader Hitler d'autoriser des retraits pour obtenir une défense plus flexible. Rommel désirait, mais ne réussit pas à l'obtenir, un contrôle plus personnel de ses propres forces. Dans de telles circonstances, il n'y avait aucune stratégie formelle pour Caen et aucun responsable militaire n'avait véritablement pris le commandement. Tout ce que pouvaient faire les Allemands était d'attendre les attaques des Alliés et réagir à ce moment-là. Après tout, Hitler allait avoir son combat à mort. Opération Epsom. La stratégie d'encerclement de Montgomery et les réponses des Allemands pour la contrer se confrontèrent le 26 juin lorsque les Anglais lancèrent l'opération Epsom. Epsom était pensé pour réussir là où la 7e division blindée avait échoué à Villers-Bocage, 12 jours plus tôt, à savoir repousser le flanc ouest des défenses allemandes de Caen. Le 8e corps de l'armée anglaise au complet fut engagé, et 3 des meilleures divisions de l'armée, la 15e écossaise, la 11e division blindée et la 43e division Wessex. La méthode consistait à frapper le long d'une ligne d'environ 7 km entre Carpiquet et Rauray, et d'avancer vers les rives de la rivière Odon, qui étaient couvertes de petits bois.
Précédée par un bombardement intense, l'opération Epsom commença à 7h30 au matin, le 26 juin. Quelques 60 000 hommes et 600 tanks avançaient sur la ligne de front, tandis que derrière la zone de bataille, 700 canons, la plupart à bord des navires de la Royal Navy, croisant en Manche, étaient prêts à ouvrir le feu en soutien. Les aviations alliées effectuèrent plusieurs sorties, l'une d'elles permettant de dévaster une concentration de Panzer sur l'aérodrome de Carpiquet. Dans un premier temps, tout évoluait doucement et le 8e corps parvint à effectuer quelques pénétrations au-delà du front. C'est alors que les Anglais entrèrent dans un enfer causé par les armes allemandes accumulées et camouflées dans les terrains avoisinants. À partir des champs, des haies, des fermes, les Allemands commencèrent un tir de barrage comme on en avait rarement vu jusque-là. Les Allemands et leurs canons semblaient être partout et leurs tirs rendaient invivable chaque hectare. Rien n'avait donc changé depuis la première semaine de juin. Quelques heures plus tôt, Epsom avait commencé avec beaucoup d'espoir, mais ce fut de courte durée. Bien que l'infanterie ait été durement touchée, les équipages de blindés ne furent pas moins épargnés. Ils se retrouvèrent piégés, entourés de tigres et de panthères, certains occupant des positions en haut des collines. Quelques équipages tentèrent de s'enfuir et furent touchés par des tirs de mortier. La plupart d'entre eux furent tués dans leurs blindés. Pour les Allemands non plus, les choses n'étaient pas allées d'elles-mêmes. La 12e division des jeunesses hitlériennes SS, conduite par le flamboyant major-général Kurt Meyer, était en position près de Rauray lorsque des avions de la RAF apparurent. Ils arrivèrent à basse altitude pour tirer leurs roquettes, juste au moment où la division blindée commençait à avancer. Le bocage normand, qui s'était avéré jusque-là un atout pour les troupes allemandes, puisqu'il ralentissait l'avance alliée depuis ses têtes de pont, cette fois, empêchait les panzers de faire usage de leurs canons à longue portée. Les Hitlerjugend étaient à court d'infanterie, qui aurait été plus à l'aise que les blindés dans ce type de terrain. Mais il n'y avait pas de renfort possible depuis Rauray, et ils devaient faire sans. L'artillerie anglaise pilonnait la zone, réduisant à néant les chances allemandes de réussir une action coordonnée et rendant leur communication presque impossible. À la place, chaque char devait mener sa propre bataille. Rapidement, le fracas de la bataille remplit l'air. De longues colonnes de fumée d'essence montaient dans le ciel, marquant l'emplacement des chars, autant anglais qu'allemands, qui avaient été détruits. Alors que la bataille faisait toujours rage à Rauray, Kurt Meyer fonça sur Fontenay, vers le sud de Caen, juste pour trouver la ville sous le feu des blindés britanniques. Meyer s'attendait à une attaque générale. Il réalisa qu'il avait vu juste. Rapidement, les blindés anglais et les half-track se mirent à foncer vers les positions du 26e régiment des jeunesses hitlériennes. Le 26e réussit à s'accrocher, mais la bataille prenait de l'ampleur. L'artillerie britannique déplaça le barrage vers le sud, dans les environs de Colville, et reçut une volée de tirs allemands. À Cheux, un bataillon allemand se trouva violemment attaqué. L'artillerie anglaise avait détruit leur défense anti-chars, et le bataillon était sur le point d'être submergé. Les positions individuelles résistaient, mais étaient isolées. Le commandant demanda par radio des renforts au quartier général au sud-ouest de Caen pour lancer rapidement les chars en contre-attaque dans la direction de Rauray. Alors qu'il parlait, les chars anglais franchissaient ses défenses. La communication fut coupée au milieu d'une phrase. Lentement, les Anglais semblaient avoir repris la main. Le 27 juin, les Allemands lancèrent une contre-attaque qui fut repoussée. La même chose arriva de nouveau le 28 juin. Le 29, une troisième attaque menée par les 9e et 10e Panzer Division SS fut également repoussée. Les chasseurs bombardiers alliés étaient arrivés à temps pour retarder significativement les Panzers. Les contre-attaques avaient été menées trop tard pour avoir le moindre effet. Mais à ce stade, les troupes anglaises étaient épuisées et les pertes subies effrayantes. Un total de plus de 7600 hommes. Du terrain avait été gagné, mais pas la colline 112 qui dominait le sud-ouest de Caen. Le coup était inacceptable. Le 29 juin, le général Montgomery mit fin à l'opération Epsom. Combat à Carpiquet.
Le jour du D-Day, les Canadiens de la 3e division blindée avaient failli s'emparer du village de Carpiquet et son aérodrome, à 3 km à l'ouest de Caen. Mais ils n'avaient pas réussi et l'aérodrome fut rapidement occupé par les jeunes soldats des Hitlerjugend Division. Les Canadiens firent une nouvelle tentative le 8 juin, mais sans succès. Aux mains des Alliés, Carpiquet pourrait servir de tremplin pour attaquer Caen. Et les Canadiens firent donc une nouvelle tentative le 4 juillet. Ils arrivèrent soutenus par un barrage d'artillerie terrestre et navale si efficace que les hangars des avions furent réduits en poussière. Au-dessus de Carpiquet, les chasseurs bombardiers Typhoon tiraient leurs roquettes à tout va. Les chars canadiens avançaient sous le feu allemand. Les jeunes nazis, qui étaient à peu près 200, se mirent à l'abri dans leurs bunkers. Leurs positions de tir ne leur permirent pas d'arrêter les chars, mais ils infligèrent de très lourdes pertes à l'unité Winnipeg Rifles, qui sortait alors des bois entourant le terrain. L'aérodrome n'offrait aucun couvert, et les Canadiens continuèrent tout de même à avancer jusqu'au tarmac, devant un des bâtiments de l'aérodrome. Les nazis les repérèrent, et lorsqu'ils ne furent qu'à 300 mètres, ils ouvrirent le feu à la mitrailleuse lourde. Peu de Canadiens eurent la chance d'y réchapper. On pouvait craindre que l'avance canadienne ne fût brisée, mais progressivement et difficilement, ils gagnèrent du terrain. La bataille s'étendit au village voisin. L'artillerie allemande se déplaça vers la zone ouest de Carpiquet. Le major général Meyer reconnut que non seulement la situation était sans espoir, mais que ces précieux jeunes nazis étaient en train de se faire tailler en pièces. Meyer téléphona au quartier général pour annoncer que Carpiquet était sur le point de tomber. C'était prématuré car après de féroces affrontements qui durèrent toute la journée, causant de lourdes pertes des deux côtés, Carpiquet resta aux mains des Allemands. L'armement du côté allié. Le char moyen Cromwell fit ses débuts au combat en Normandie. Il était le premier de sa classe à disposer d'une cellule entièrement soudée. Il en tirait avantage en termes de vitesse, d'agilité et de maintenance. Le Cromwell était rapide, sa vitesse étant de 60 km/h. Son moteur Rolls-Royce Meteor de 600 chevaux à 12 cylindres en V avait des points de similitude avec le fameux moteur d'avion Merlin. La suspension du Cromwell était particulièrement adaptée au tout-terrain, mais son blindage laissait quelque peu à désirer. Bien que plus épais que le blindage du Sherman, les 76 mm du Cromwell étaient toujours considérés comme insuffisants. Le Cromwell était d'une valeur au combat équivalente au Sherman, mais il était plus lourd et son moteur plus puissant. À l'exception du mortier, l'armement du Cromwell était similaire à celui du Sherman. Il emportait le même canon de 75 mm et deux mitrailleuses de 7,92 mm. La possibilité pour les navires alliés patrouillant dans la Manche de tirer avec précision sur des cibles à l'intérieur des terres était un atout que les Allemands ne pouvaient contrer. Un des navires de combat qui joua un rôle important dans l'opération Neptune, la participation de la marine au combat en Normandie, était le HMS Rodney, de la classe Nelson. Le Rodney se fit un nom, une première fois, dans la poursuite et la destruction du Bismarck, en 1941. Il fut ensuite affecté à la protection des approvisionnements de l'île de Malte et au soutien de l'opération Torche, le débarquement en Afrique du Nord en 1942, ainsi qu'au débarquement en Sicile en 1943. Construit en 1927, le Rodney déplaçait 38 000 tonnes et emportait un équipage de 1361 hommes. Il était lourdement armé avec 9 canons de 40,5 mm, 12 de 16 mm, 6 de 12 mm et 2 de 40 mm, ainsi que 2 de 20 mm, 8 mitrailleuses de 12,7 mm et 2 tubes pour le lancement de torpilles de 46 mm complétaient son armement. Le puissant canon de DCA allemand de 88 mm, utilisé aussi bien comme artillerie que monté sur des chars, était une hantise pour les concepteurs des blindés alliés. Le 88 était un tueur avec une longue portée et particulièrement efficace en terrain découvert. Les canons anglais de 20 et 57 mm supportaient mal la comparaison et un sacré travail devait être fait
afin d'améliorer la vitesse de sortie de canon et la puissance de pénétration de leurs munitions. La vraie réponse était un nouveau canon plus lourd et plus efficace. Le Pounder. Il fut le canon anti-char de 76 mm, 17 Pounder, qui fit sa première apparition sous forme de maquette en août 1941. À ce stade de la guerre, les choses n'allaient pas bien pour les Anglais dans le désert, où ils avaient été obligés de battre en retraite en juin. Il n'y avait donc, semble-t-il, pas de temps à perdre pour lancer la fabrication des prototypes. Et l'armée britannique passa une commande immédiate pour 500 exemplaires. Le 17 Pounder posait quelques problèmes avec son poids estimé à 3 tonnes. Il semblait être très lourd, mais dans ce cas, le canon et son affût furent ramenés à 2 tonnes. Donc le déplacer serait plus facile que prévu. Ce canon de 76 mm, qui est capable de percer un blindage de 122 mm à 100 mètres, fit ses débuts au combat en Afrique du Nord à la fin de 1942, au bon moment. Le char Tigre II, qui était pratiquement invincible face à la plupart des chars et à l'artillerie alliée, arrivait sur scène un mois plus tard. L'armement du côté allemand. La Wehrmacht croyait surtout au Panzer Mark IV, armé de 5 hommes, qui devint le cheval de bataille allemand pour le reste de la guerre. Environ 750 Panzer IV furent utilisés par les Allemands en Normandie sur les 3774 produits. Ce n'était pourtant que 8% de la production totale du char américain Sherman. Le canon principal du Mark IV de 75 mm tirait un obus explosif puissant qui était très efficace pour percer un blindage à courte distance. Le Panzer IV n'était pas maladroit non plus à des distances supérieures, tirant avantage de ses systèmes optiques et de visée de qualité. Propulsé par un moteur Maybach, son autonomie était de 200 km et sa vitesse maximum d'environ 40 km/h. Il était bien plus protégé que le Sherman, avec un blindage de 80 mm autour du châssis et 50 mm pour la tourelle. Les Allemands ont mis en service la mitrailleuse Spandau MG42 à la place de la MG34, qui était trop chère et difficile à produire. La MG42 avait un calibre de 7,92 mm pour une longueur d'1,10 m et un canon amovible de 50 cm. D'un poids d'environ 13 kg, la MG42 a rapidement démontré sa fiabilité et sa puissance de feu dévastatrice. Elle fut utilisée non seulement en Normandie, mais sur tous les fronts de la Deuxième Guerre mondiale, et ce, en très grand nombre. Avec une cadence de tir de 1400 coups à la minute, la Spandau MG42 était crainte des Alliés. Sa portée était de 3000 mètres, et en raison de la très grande cadence de tir, les Allemands étaient entraînés à ne tirer qu'en rafale d'1 seconde. Cela améliorait l'efficacité de l'arme et avait des conséquences économiques, puisqu'ils gaspillaient moins de munitions. Toujours en service au XXIe siècle, mais plus comme arme principale, le concept de la MG42 est considéré comme l'un des tout meilleurs de l'histoire. Le Panzerfaust. Le Panzerfaust, ou poing anti-char, était une arme simple mais efficace dans des mains expérimentées. Il était constitué d'un tube de métal qui contenait une charge propulsée et un dispositif de mise à feu. Le projectile s'arme lui-même après une distance d'environ 5 mètres. Le Panzerfaust a un souffle dangereux d'environ 3 mètres derrière l'arme au moment du tir. Comme arme personnelle d'infanterie, le Panzerfaust a été le meilleur de sa catégorie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était spécialement bien adapté au terrain normand, où les belligérants étaient constamment très proches les uns des autres et disposaient de peu de place pour des retraites rapides. C'était une situation idéale pour une arme à courte portée comme le Panzerfaust. Le Panzerfaust était suffisamment léger, à peine 5 kg, pour être emporté par un homme, mais il faisait preuve d'une puissance considérable. À 30 mètres, son projectile pénétrait un blindage de 200 mm. Au moment de la bataille de Normandie, une version améliorée avait été mise en service, capable d'atteindre 80 mètres. L'équivalent américain, le bazooka de 60 mm, était trop léger pour faire impression face au blindage frontal de la plupart des blindés allemands. Le Piat anglais avait une portée de 100 mètres, était plus efficace mais était 2 fois plus lourd que le Panzerfaust et plus difficile à manipuler. Le dilemme allemand.
Le succès allemand du 4 juillet à Karpiquet était seulement une embellie dans une situation de plus en plus sombre. La politique d'Hitler pour la bataille de Normandie était comparable à un carcan, bridant tellement ses commandants que leur position était devenue intenable. La moindre protestation ou suggestion n'avait qu'une seule réponse de la part d'Hitler, la démission et la disgrâce. Même Rommel, qu'Hitler aimait et admirait, n'était pas parvenu à lui faire comprendre la gravité de la situation. Loin de là, dans sa tanière à Rastenburg, Hitler faisait du wargame alors que ses hommes combattaient et tombaient et que leurs commandants se désespéraient. En Normandie, ce sentiment de désespoir avait atteint son apogée. Le Feldmarschall Wilhelm von Rundstedt, commandant de toutes les forces en Allemagne, et le général Leo Gehr von Schweppenberg, commandant du groupe de Panzer Ouest, furent tous deux démissionnés pour avoir eu des vues différentes sur les plans allemands. Von Rundstedt, qui était terrifié par Hitler, avait pourtant eu le courage de suggérer que l'Allemagne devait demander la paix. Le colonel général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée, est allé encore plus loin. Il était si désespéré de la situation que le 28 juin, pendant l'opération Epsom, il se suicida. Et il avait de bonnes raisons de se sentir totalement désespéré. En juillet 1944, les demandes de renforts allemands étaient loin d'être satisfaites. Le groupe B avait perdu 95 000 hommes, plus du double des Alliés. Mais les nouveaux arrivants ne représentaient que 5% de ce nombre. Idem pour les chars, plus de 200 détruits, mais seulement 9% remplacés. La situation des Alliés était bien différente. Au 1er juillet, ils avaient débarqué 1 million d'hommes, avec 14 divisions pour affronter les 6 divisions allemandes le long d'un front d'une centaine de kilomètres. 4 des 6 divisions allemandes avaient été déjà lourdement touchées. Les Alliés connaissaient la détérioration de la puissance allemande. Les décodeurs ultra avaient une oreille sur les transmissions allemandes et ils étaient à l'écoute lorsque le 2e corps de parachutistes et le 74e corps donnaient de mauvaises nouvelles au quartier général de la 7e armée. Il n'y avait aucun espoir de stopper les Américains qui venaient enfin de prendre Cherbourg le 27 juin. À l'exception de petites poches, ils avaient nettoyé la plus grande partie du Cotentin. Opération Charnwood. C'était une situation sans espoir. Si les Allemands choisissaient d'affronter les Américains, les Anglais seraient libres de s'emparer de Caen. S'ils se concentraient sur les Anglais, ils faciliteraient la réussite des opérations américaines dans le Cotentin. Cependant, les Américains ne pouvaient relancer l'offensive avant d'avoir totalement occupé leur zone, et il leur fallut attendre jusqu'au 19 juillet. 11 jours plus tôt, le choix de l'ennemi pour les Allemands leur avait été finalement imposé quand une offensive majeure anglo-canadienne, nom de code Opération Charnwood, fut lancée. Outre les critiques formulées contre les plans du général Montgomery pour Caen, les aviateurs alliés étaient impatients de lancer une offensive globale. Le 7 juillet, non seulement ils la désiraient, mais ils l'initièrent. Le tapis de bombes en avant des troupes était une tactique imaginée par l'Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory de la RAF. Et en 1944, elle avait montré son efficacité à Monte Cassino, en Italie. Maintenant, quand allait être la nouvelle démonstration? À 21h50, le 7 juillet, 500 bombardiers de la RAF, Lancaster et Halifax, décollèrent pour s'en prendre au nord de Caen. Ils emportaient plusieurs tonnes de bombes. En raison du danger des tirs fratricides contre les troupes d'assaut, la zone cible était limitée à un rectangle dans les quartiers nord de Caen. Vers 22 heures, alors que la nuit tombait à peine, les bombardiers lourds apparurent au-dessus des positions allemandes. Elles réagirent par un barrage de flak intense, mais qui n'eut aucun effet sur les bombardiers. Leur objectif était d'écraser les troupes allemandes, leurs tanks, leurs canons et leurs places fortes. Certaines bombes étaient lancées avec des fusées à retardement, réglées pour exploser à l'intérieur des positions de la 12e Panzer Division SS, juste au moment où les divisions des premiers corps anglais et le 3e corps canadien entamaient leur progression le matin suivant.
Les Anglais et les Canadiens eurent une vue fantastique sur le bombardement et furent estomaqués de sa puissance de destruction si importante que des nuages de poussière masquaient le ciel à chaque nouvel impact. Cependant, les bombardiers avaient été excessivement prudents. Ils larguèrent leurs bombes tellement à l'arrière des lignes avancées que les défenses allemandes subirent moins de dommages que prévu. Les véritables victimes du raid furent les malheureux habitants de Caen, qui s'étaient réfugiés dans les abris et les caves, tandis que leur ville était réduite en cendres au-dessus d'eux. Toutes les positions allemandes n'échappèrent pas au raid sans dommage. Par malchance pour eux, la 12e division Panzer-SS Hitlerjugend avait choisi son quartier général dans des baraquements au nord de Caen, directement sur la trajectoire du bombardement. Kurt Meyer, le commandant de la division, avait un sentiment assez paternaliste pour ses jeunes troupes et craignait leur totale destruction. Les Hitlerjugend avaient déjà subi d'importantes pertes en Normandie. Plus encore que leur sacrifice, les survivants avaient ressenti le peu d'espoir qui subsistait en leur cause. Meyer avait demandé la permission de retirer ses troupes, ou ce qu'il en restait, sur des positions plus sûres à l'est des rives de l'Orne. La demande de Meyer fut refusée. À 4h20, le 8 juillet, le 1er corps britannique et la 3e division canadienne entrèrent en action. Au même moment, de violentes attaques aériennes et un bombardement d'artillerie, dont des pièces navales, leur vinrent en appui. La résistance allemande fut fanatique. Les bataillons d'infanterie britanniques subirent des pertes s'élevant jusqu'à 25%, alors qu'ils luttaient sur leur route vers les rives nord de l'Orne. Les Allemands tenaient les hauteurs de la crête de Bourgebus, vers le sud. Pendant les derniers jours, alors qu'ils étaient isolés de la zone principale de combat, les Allemands à Caen avaient profité d'un luxe inestimable, du temps pour préparer leur défense. Leurs canons de 75 et de 88 mm étaient bien cachés, leurs mitrailleuses bien camouflées, leurs forces déployées avec soin et bien protégées. Alors que les Anglais progressaient vers la ville, les tirs croisés allemands furent meurtriers. Les mitrailleuses crachaient, les mortiers tonnaient, les balles fusaient dans l'air. Ce formidable barrage coûta à certains bataillons presque le quart de leurs hommes. Cependant, les tirs allemands furent contrés par un bombardement allié, dont des tirs provenant du HMS Rodnayen en position sur la Manche. Alors que leurs pertes augmentaient, les généraux allemands comprenaient que leurs forces allaient être littéralement balayées. Ils se retrouvaient face à un dilemme moral. Continuer selon les ordres du Führer et combattre jusqu'au dernier, ou bien tenter de sauver les vies de leurs hommes. Même les généraux des Waffen-SS, qui étaient des modèles d'obéissance aux ordres, avaient cessé de croire qu'ils pouvaient tenir camp contre les assauts violents menés contre eux. La première demande de Kurt Meyer de pouvoir retirer les restes de ces jeunes hitlériens fut suivie par beaucoup d'autres, toutes plus désespérées les unes que les autres. Toutes furent refusées. À minuit, le 9 juillet, Meyer prit sa décision. Il rassembla ses officiers et leur annonça qu'il allait évacuer Caen. Meyer, cependant, avait devancé son quartier général. À 3 heures, le 10 juillet, des ordres officiels d'évacuer Caen arrivèrent enfin. L'évacuation commença à 4h40 lorsque les officiers d'état-major des Hitlerjugend quittèrent la ville. Ils traversèrent les rives est de l'Orne et établirent un nouveau quartier général à Carcel, où ils installèrent des canons lourds en position défensive le long des berges de la rivière. Le lieu était bien choisi, une demeure normande au milieu d'un parc et bien cachée derrière des hêtres, des ormes et des chênes. La retraite se faisait en douceur. Pour une fois, il n'y avait pas d'avions alliés ni de troupes pour harceler les troupes de Meyer, complètement épuisées. Certains jeunes nazis étaient restés à Carpiquet, tenant l'aérodrome. Meyer leur ordonna aussi de se retirer. Cependant, Meyer ne fut pas en mesure de sauver tous ses hommes. Une section s'était tapie au milieu d'un groupe de fermes et se retrouvait face à une violente offensive anglaise. Il leur était impossible de battre en retraite et il était impossible à Meyer de se porter à leur secours. Pendant les 2 jours suivants, tout ce que Meyer fut capable de faire fut de suivre le drame par radio. 2 jours plus tard, les messages radio avaient cessé. Une attaque de chasseurs-bombardiers avait anéanti l'avant-poste. Le jour même du début de l'évacuation allemande, les Anglais s'avancèrent vers Caen depuis l'Est et les Canadiens depuis l'Ouest. Le combat pour Caen n'était pas fini pour autant, mais les habitants de la ville qui avaient souffert des combats
célèbrent désormais le 9 juillet comme jour de leur libération. Ils sortirent en masse de leurs abris et grimpèrent sur les murs pour voir les Canadiens arriver. Certains brisèrent des vitres pour avoir une meilleure vue. Mais les Canadiens, sur leur garde, pensèrent un moment que c'étaient des snipers allemands qui préparaient leur ligne de tir. Ils gagnèrent le couvent de Bon-Sauveur et ordonnèrent que les portes en soient ouvertes. Mais elles avaient été endommagées et refusèrent de bouger. Les Canadiens devinrent nerveux et ouvrirent le feu sur les hommes qui tentaient de faire bouger la porte. 2 d'entre eux furent blessés. Les Canadiens réalisèrent enfin qui étaient ces gens et se confondirent en excuses. Au 10 juillet, tout le nord de Caen, ou plutôt ses ruines couvertes de sang, était aux mains des Alliés. Mais c'était un endroit dangereux pour les nouveaux occupants. Les Allemands avaient laissé des milliers de mines dans les rues, des pièges attendaient les imprudents et ici ou là, un sniper isolé était à son poste. Alors que les sections de nettoyage et les détecteurs de mines avançaient dans Caen, des opérations étaient menées vers le sud de la ville où se répétaient les féroces combats à l'image de ceux qui avaient déjà eu lieu en Normandie, l'une des campagnes les plus sanglantes de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps, vers l'ouest, la 43e Wessex Division anglaise nettoyait quelques poches laissées en suspens depuis l'opération Epsom 2 semaines auparavant. Les combats se concentraient autour de la colline 112, une position importante entre Esquet et Etterville, proche de la rivière Odon. L'annulation de l'opération Epsom, le 29 juin, avait laissé la colline 112 entre les mains allemandes avec la formidable 12e division de Panzer SS en position défensive. Maintenant, le 43e Wessex voulait les bouger un peu. On commença par un bombardement d'artillerie massif aux premières heures du 10 juillet. Vers 8 heures, les premières unités de la 43e division avaient réussi à atteindre Etterville sans rencontrer trop de résistance ni subir d'importantes pertes. Une unité allait procéder à une exploration d'un château utilisé comme un hôpital, à en juger par l'immense croix rouge peinte à l'extérieur. Cela semblait une zone paisible, puisque les Allemands n'attaquaient pas les hôpitaux. L'unité arrivait à peine qu'elle reçut l'ordre de se diriger vers Malto, un village au sud-est de la colline 112. Les Anglais devaient traverser un champ de maïs pour rejoindre Malto. Ils se dirigèrent vers un verger, où ils tombèrent sous un feu allemand intense. Les Allemands avaient enterré leurs puissants chars Tigre, qui attendaient là leur proie aux côtés de nids de mitrailleuses lourdes. Soudain, des balles, des obus, de la fumée et des flammes jaillirent tout autour des troupes anglaises, qui avaient malheureusement effectué leur avance dans le champ en ligne. La même chose était arrivée à une plus grande échelle pendant la Première Guerre mondiale, pendant la bataille de la Somme en 1916. Et le résultat fut le même. Les Anglais tombèrent par rang entier. Un petit groupe, conduit par le caporal Christopher Portway du 4e régiment du Dorset, parvint à s'en tirer et se rua dans un trou pour s'abriter. À ce moment-là, ils virent un Allemand arriver sur les bords de la fosse. Un des survivants réalisa instantanément ce qu'il était en train de faire, à savoir chercher une grenade pour la lancer dans leur trou. L'Allemand fut tué avant d'y parvenir. Le trou était franchement peu sûr, donc Portway et les autres se risquèrent à courir à travers les tirs de barrage des Allemands et se réfugièrent dans une maison proche. Ils n'étaient pas les premiers à y penser. Un bruit à l'étage alerta Portway de la présence d'Allemands au-dessus d'eux. Les Allemands balancèrent quelques grenades. Un échange de tirs nourris résonna dans la maison qui fut rapidement réduite à l'état de ruine. Les Anglais s'échappèrent, poursuivis par les Allemands, et un échange de coups de feu nourris éclata entre les deux maisons proches. Cependant, et Portway l'ignorait, les unités anglaises avaient reçu l'ordre de se retirer de Malto. Portway et ses compagnons étaient livrés à eux-mêmes. Ils se jetèrent dans un fossé les uns sur les autres jusqu'au dernier lorsque les tirs cessèrent. Le caporal Portway avait été le premier à sauter dans le fossé, mais les autres étaient morts. Il ne réalisa pas qu'il était le seul survivant, jusqu'au moment où les Allemands arrivèrent pour enlever les corps. Portway fut capturé, mais fut bien traité. L'expérience du 4e Dorset se répéta à plusieurs reprises au cours des combats pour la prise de la colline 112. La tentative des Anglais de la 4e brigade blindée de conquérir ne serait-ce qu'une simple bande de terrain sur ses côtés fut si sauvagement contrée par les Panzers de la 12e SS que plusieurs hommes, y compris un officier,
furent pris de panique et tentèrent de s'enfuir. Ils ne furent stoppés que lorsque leur commandant, le brigadier Michael Carver, sortit son pistolet pour restaurer l'ordre. La colline 112 ressembla vite à un gros monticule noirci, parsemé d'arbres sans feuilles, alors que les troupes anglaises rééditaient leurs efforts pour s'emparer du sommet. Ils furent repoussés par les 88 mm et les chars des SS, appuyés par une nuée de balles de mitrailleuses et d'armes légères. Une unité chargée d'une batterie de canons perdit 11 de ses 20 hommes. Un char anglais prit un tir de mortier directement à travers l'ouverture de sa tourelle. Seulement 2 hommes de son équipage parvinrent à s'échapper, mais gravement blessés. Lors d'une attaque de nuit par les Panzers, un de ces chars traversa la forêt et roula directement sur des blessés avant de disparaître dans l'obscurité. Le lieutenant David Priest, commandant du bataillon d'infanterie légère duc de Cornouailles, et son bataillon échappèrent de peu à la destruction. Ils avaient déjà été étrillés par les intraitables défenses allemandes, mais les survivants parvinrent à escalader la colline 112 et à la tenir. Ça ne dura pas. Les Panzer SS lancèrent une contre-attaque et la position fut à nouveau perdue. Pour le 43e Wessex, le bilan de ces 2 jours de combats intenses se chiffrait à 2000 hommes perdus et un objectif non atteint. Opération Goodwood. En dépit de l'échec de la prise de la colline 112, Charnwood était le plus grand succès des Anglais et des Canadiens dans la bataille pour Caen, même si le combat n'était pas fini. Les Allemands tenaient toujours leur position dans le sud et le sud-est. Une autre offensive majeure allait être lancée pour les balayer. Le général Montgomery avait été informé des possibilités bien avant le début de Charnwood. Le 7 juillet, son chef planificateur, le brigadier Charles Richardson, lui communiqua un dossier qui suggérait une attaque massive par les chars et l'artillerie de la 2e armée britannique. Richardson envisageait cette opération, nom de code Goodwood, à une plus grande échelle que Charnwood. Plus important, Goodwood n'impliquait pas le sacrifice en masse de l'infanterie qui avait pris place autour de Caen. À ce moment, la seconde armée était dans une position excellente pour lancer autant de chars que nécessaire dans la bataille. Ils avaient une telle profusion de chars qu'ils surnombraient les Allemands, à 4 contre 1. Et en dépit des lourdes pertes, l'infanterie alliée était 2 fois plus nombreuse que l'infanterie allemande. À ce moment, Montgomery était plein d'optimisme. La seconde armée qu'il commandait ne pouvait être plus forte. Mais l'opération Goodwood s'appuyait sur des bases un peu fragiles. L'effet de surprise était vital à son succès, mais serait difficile, sinon impossible à conserver, alors que l'opération exigeait que 8000 tanks et véhicules blindés traversent l'Orne de jour. De plus, l'énorme barrage d'artillerie devant précéder Goodwood fut impossible à effectuer avant que les blindés ne franchissent la ligne de départ. Un autre problème était l'immense champ de mines posé par la 51e division Highland pour sa protection et qu'il n'était plus possible de nettoyer avant le lancement de l'opération. Pire encore, les Allemands avaient entendu parler de Goodwood. Les renseignements allemands avaient devancé les Alliés sur ce point alors qu'ils avaient souvent été dépassés pendant la guerre. Le général Rommel fut averti que les Anglais allaient faire mouvement contre les troupes allemandes à Bourgebus, à 10 km au sud-est de Caen. Les Allemands avaient même la bonne date, la nuit du 7 au 8 juillet. L'opération Goodwood commença à 5h30 le 8 juillet 1944, avec un bombardement aérien de 3 heures, le plus violent jamais réalisé contre des troupes au sol. Cette fois, il n'y eut pas de tergiversation, comme il y en eut sur le nord de Caen 11 jours plus tôt. Des bombardiers lourds et moyens de la RAF et de l'US Air Force se ruèrent sur les positions allemandes en 3 vagues. Les chars furent pulvérisés, les canons allemands réduits à l'état d'épave tordue et les munitions incendiées. Ces feux et ces explosions illuminaient les scènes de destruction inimaginables. Ces destructions semblaient si importantes que quelques soldats britanniques commençaient à penser que les bombardiers leur avaient volé leur boulot. Ils croyaient alors ne rencontrer qu'une faible, si ce n'est aucune opposition. Mais ils avaient grandement sous-estimé l'endurance et la résistance des Allemands et le fait qu'ils étaient alors habitués à vivre sous les bombes.
Pendant les 2 premières heures, jusqu'à environ 9h30, la 11e division blindée eut une progression facile et fit une bonne avancée. C'est alors que la division arriva au village de Cagny, où 4 canons de 88 avaient échappé au massacre. Alors que la division de Sherman s'approchait, les 88 en pulvérisèrent 16. Derrière la 11e division, la division blindée des gardes, engagée dans sa toute première bataille, s'approchait de Cagny, qu'elle atteint vers 16h. D'autres unités traversaient les voies de chemin de fer entre Caen et Vimont, en route vers Bourguebus. Ils avançaient droit vers un barrage de blindés et de canons anti-chars allemands. Les contrôleurs avancés de la RAF, de la 11e division, furent mis hors de combat. Il n'y avait plus aucune chance d'appeler du soutien aérien pourtant indispensable. Un peu en arrière, le champ de mines de la Highland Division détruisait les blindés anglais qui avaient tenté de le franchir. La 29e brigade blindée, au cours d'une avancée de 10 km depuis son point de départ, n'avait fait qu'effleurer les défenses allemandes. Peu de temps après, le terrain était jonché d'épaves de chars Cromwell en flammes. Les tankistes survivants étaient choqués par les nuages noirs des tirs et des éclats de métal qui volaient autour d'eux. Une brigade, la 29e blindée, perdit la moitié de ses chars. La division des gardes en perdit 60 et la 11e division blindée, un total de 126. Le brigadier Richardson était effondré en voyant son plan partir en quenouille. Avec le flegme tout britannique, il parla d'un flop retentissant. Les hommes de la 3e division canadienne, dont la propre opération Atlantique se faisait en conjonction avec Goodwood, partageaient ce point de vue. Mais ils utilisaient un vocabulaire plus ferme et justifié. Ces Canadiens avaient perdu 2000 hommes. Finalement, le 20 juillet, la météo mit un terme au massacre en plongeant toute la zone dans la brume, obligeant les opérations à stopper. La 7e division blindée avait gagné un peu de terrain, mais au coût effrayant de 5537 morts et 400 chars détruits, plus d'un tiers de ses forces. Les conséquences. La réputation du général Montgomery, déjà quelque peu entamée, souffrit largement de l'échec de l'opération Goodwood. Sans ses exploits en Afrique du Nord, qui en avait fait un héros national en Angleterre, il aurait sans doute dû donner sa démission de commandant de la 21e armée en Normandie. Le général américain Omar Bradley pensait que certainement, après Goodwood, Montgomery avait peu de chances de rester à la tête de toutes les forces terrestres en Normandie. Pourtant, il garda son poste, mais il avait perdu beaucoup de la confiance du haut commandement allié et son prestige ne fut plus jamais le même. La situation était en partie la faute de Montgomery. Ses troupes avaient subi des dommages à cause de la vision optimiste qu'il avait maintenue coûte que coûte. Et après Goodwood, c'était une attitude qu'il ne pouvait plus justifier. Un autre échec de Montgomery fut son incapacité à gagner la confiance d'Eisenhower, le commandant suprême, ou même à créer une véritable relation entre eux. Bien entendu, lorsque sa belle certitude que tout allait bien se passer se révéla erronée, Montgomery se retrouva sur la sellette. Même le très patient Eisenhower était furieux contre lui, et il le lui dit au cours d'une réunion houleuse le 20 juillet. L'Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder accusa Montgomery d'avoir surestimé le potentiel de Goodwood pour ne pas faire intervenir l'aviation. Depuis un moment, les aviations alliées s'impatientaient devant la lenteur des armées terrestres, et Goodwood était une autre occasion de se plaindre. Tedder accusa la seconde armée de ne pas y aller assez fort. Les critiques a posteriori contre l'opération Goodwood portaient sur toutes les facettes de celle-ci. Elles pointaient du doigt comment le résultat eût été différent si Montgomery avait agi autrement. Mais isoler Goodwood du contexte, c'est jouer avec l'histoire et les vrais problèmes des Anglais en Normandie. Leur tactique et celle de Montgomery en particulier étaient constamment obérées par la volonté de minimiser les pertes. Il était facile, bien sûr, pour ceux qui n'avaient aucune responsabilité de réclamer que les attaques soient encore plus impitoyables ou d'affirmer qu'une augmentation du nombre de soldats engagés dans les combats assurerait une meilleure réussite, ou qu'une prise de risque plus élevée causerait bien sûr plus de pertes, prix à payer pour atteindre l'objectif.
Mais c'était Montgomery qui était le décideur, et ses prises de position ont largement limité le coût en vies humaines. Ultérieurement, ces arguties cessèrent lorsqu'on s'aperçut que la stratégie de Montgomery commençait à porter ses fruits 5 jours après la fin de l'opération Goodwood. Montgomery avait toujours maintenu qu'occuper les Allemands autour de Caen permettait d'aider les Américains dans leur effort pour consolider leur tête de pont. La percée par la 3e armée sous le commandement du lieutenant-général George Patton Jr. eut lieu à Avranches le 25 juillet. Les Américains foncèrent à travers la Bretagne et traversèrent la Loire après avoir bifurqué au début du mois d'août. Il ne restait plus qu'un recours aux Allemands, s'enfuir par le trou entre Argentan et Falaise. C'est là qu'eut lieu leur dernier combat dans l'ouest de la France.